Bienvenue, Olivier Richefou. Vous êtes président du département de la Mayenne et président du groupe de travail Autonomie et Grand Âge de l'Assemblée des départements de France. À côté de vous, Geneviève Manarino, conseillère du président de la CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Marc Bourquin, vous êtes conseiller stratégie à la Fédération hospitalière de France. Et puis enfin, Nicolas Mérigot, directeur général France du groupe Corian. Bienvenue à tous les quatre. Olivier Richefou, je commence avec vous. Compte tenu de ce qui a précédé et de ce que vous avez entendu, doit-on aujourd'hui passer à une offre du XXIe siècle pour aller au-delà du schéma traditionnel ? Alors, permettez-moi d'abord de dire que symboliquement, vous avez choisi le jour du jubilé de la reine d'Angleterre, oui, qui, je crois, 96 ans. Voilà, mais n'est pas encore dans la catégorie des 98 ans qu'a cité Luc Brucy, qui fait que... Non, je ne pense pas qu'elle ira en EHPAD. Bon, c'était pour la petite touche d'humour, mais c'est un beau symbole. Nous la saluons. Voilà. Vous dire bien évidemment que le monde de demain ne sera pas comme celui d'aujourd'hui et qu'il est nécessaire qu'on enlève les gens des cases et qu'on puisse organiser un parcours de la personne âgée. Et ce parcours, il faut le travailler avec tous les acteurs que vous êtes aujourd'hui, à la fois ceux du maintien à domicile, ceux des résidences pour personnes âgées, et puis ceux des résidences plus importantes que sont les EHPAD et qui concernent la fin de vie en quelque sorte. Ça veut dire avoir une diversité de l'offre pour une nouvelle population, une population, on en a parlé, qui n'aura pas connu la guerre. Oui, c'est souvent une expression que je donne aussi. Je pense qu'il faut peut-être même qu'on aille au bout des choses en abandonnant peut-être les terminologies d'aujourd'hui. Moi, je considère que l'autonomie, c'est pas un mot qui parle suffisamment. Quand vous interrogez des Français et que vous leur parlez d'autonomie, ils pensent davantage à l'autonomie du nombre de kilomètres qui leur reste et d'essence qui leur permet de faire un certain nombre de kilométrages. Autonomie ne renvoie pas à cette notion de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap. Le mot EHPAD est un mot atroce, parce que c'est d'abord un acronyme. Et donc je crois qu'il faut, dans cette révolution, réussir à mettre des mots nouveaux sur une politique qui est essentielle, en tout cas pour les départements, c'est une politique essentielle et je pense qu'il faut la révolutionner et la révolutionner aussi avec un vocabulaire nouveau. Oui, alors vous parlez justement, vous parlez des départements, est-ce qu'il y a un problème de gouvernance ? Je pense qu'il y a un problème de manque d'homogénéité dans les politiques départementales, c'est clair. Et je le dis souvent à mes collègues lorsque je les réunis au sein du groupe de travail, notre trop grande hétérogénéité nous affaiblit, parce qu'elle donne du crédit à ceux qui pensent, et il y en a un certain nombre ici, qu'il faut que cette politique soit uniquement nationale et pas confiée aux collectivités territoriales. Mais l'attelage ARS département, ça pourrait mieux fonctionner. Oui, il ne fonctionne pas. Très clairement, il ne fonctionne pas. Et je pense que pour qu'il fonctionne, il faut venir à un système qui pour moi est assez simple, qui est un système d'un État régalien qui donne des règles, qui fixe des règles et qui contrôle, et puis faire confiance aux acteurs du territoire, mais aux acteurs du territoire d'être plus homogènes qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'est un de nos points de faiblesse sur lequel les départements doivent travailler. Geneviève Manarino, je précise que vous avez été aussi pendant 6 ans vice-présidente du département du Nord en charge de l'autonomie. Que préconise la CNSA face aux défis démographiques dont nous avons parlé ? Alors, décidément, le mot autonomie est beaucoup revenu et, comme le dit mon voisin, je pense qu'il parle finalement pas à tout le monde, mais en même temps, il est nécessaire. Je voudrais juste recadrer les choses. Je suis donc la conseillère du président du conseil de la CNSA. C'est pas anodin de dire ça parce qu'au sein du conseil, vous avez un nombre de parties prenantes extrêmement important et qui pèsent dans la mise en œuvre des politiques de l'autonomie. Et puis, la CNSA est devenue 5e branche de l'autonomie. C'est historique. Depuis 1945, la sécurité sociale fonctionne avec 4 branches qu'on connaît tous, je ne vais pas les décliner. Mais de rajouter la branche de l'autonomie, ça veut dire que les pouvoirs publics prennent en compte aussi ce qu'il va falloir peut-être révolutionner dans les années à venir sous une forme aussi d'urgence. Alors, quelle est la marche à suivre ? Alors, la marche à suivre, c'est d'abord, je vais le dire ici et tout le monde, je pense, va bien le comprendre.
il faut des financements. Il faut des financements nécessaires pour apporter justement d'autres réponses aux personnes, qu'elles soient âgées ou vivant avec un handicap. Et je soulignais en aparté tout à l'heure, et Luc Broussy en a touché 2 mots, dans le ministre Damien Abad, qui est maintenant nommé en charge de l'autonomie, il manque quand même le mot aîné ou âgé ou senior. C'est important. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ce que la CNSA et cette 5e branche va porter, ce sont des financements qui vont permettre soit à des EHPAD de devenir des tiers-lieux, ça a été évoqué ce matin, voilà, donc des lieux de vie encore plus ouverts sur l'extérieur, qui va permettre des rénovations de résidences autonomie, les anciens foyers logements, qui va permettre aussi un travail qui n'est pas simple, mais en même temps qui va être extrêmement nécessaire et urgent, c'est rendre ces métiers plus attractifs, c'est-à-dire, on le sait, et les personnes ici dans la salle le savent mieux que moi, on va arriver à l'été, par exemple, et on se dit que, mais mince, il faut qu'on recrute. Il faut qu'on recrute pour que dans les établissements et au domicile des personnes. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que tout ça, moi, j'avais... quand on s'était eu au téléphone, j'avais décliné des chiffres, des millions, etc. 35 milliards d'euros, la 5e branche, ça pèse, mais peut-être qu'il faudra en rajouter, mais c'est pas de notre décision, bien évidemment, à la CNSA. En tous les cas, on militera pour avoir ces financements, mais en même temps, c'est se dire qu'il faut que notre société ait un autre regard aussi sur les personnes les plus vulnérables, que sont les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap. Un autre regard, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on les intègre comme des citoyens. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la première table ronde. C'est toujours intéressant d'arriver sur une deuxième, parce que ça veut dire quoi, la place des aînés dans notre société? Est-ce que c'est leur dire, bon, allez, hop, c'est la réponse binaire, vous pouvez pas rester chez eux, vous allez en établissement? Ou est-ce que c'est plus travailler sur le choix de leur parcours de vie? On l'a tous constaté, ça a été dit tout à l'heure, qu'on allait vivre longtemps, et tant mieux. Mais en même temps, si on vit dans des endroits où on est isolé, où notre environnement n'est pas bienveillant parce que on habite loin, la famille n'est plus là, voilà, des tas de la mobilité pas possible, etc., ben, c'est pas très réjouissant quand même. Donc, la responsabilité de cette 5e branche portée par la CNSA, c'est de pouvoir finalement, avec les territoires et les départements, Olivier Richefoull sait très bien, ont leur rôle à jouer aussi là-dedans, c'est donner des réponses les plus équitables possibles partout, mais en respectant aussi les besoins des personnes qui s'y trouvent. Moi, je milite vraiment pour que... alors, j'ai pas de solution là à vous donner, mais en tous les cas, des réflexions. Les conseils de vie sociale dans des établissements, peut-être qu'il faut les revisiter. Là, les financements de la CNSA, par exemple, sur les EHPAD, vous savez, ces fameux PAI, quand on a un EHPAD investi pour être rénové, il va y avoir des critères extrêmement regardés qui sont en particulier, il faut une maîtrise d'usage, c'est-à-dire qu'il faut que la parole des résidents et des familles soit inscrite si vous voulez avoir les financements. C'est un peu réducteur quand je dis ça, mais c'est comme ça que ça se passera. Alors, c'est aussi se dire que parler de l'intergénérationnel, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est... Alors, le reportage était très bien fait sur les jeunes en service civique, mais moi, je me pose la question inverse. Je me dis, mais les personnes âgées, elles ont tellement à transmettre. Je ne sais pas qui l'entendra aujourd'hui, mais moi, je propose un service civique senior. Ces seniors qui pourraient aller dans des écoles, dans des crèches, dans des bibliothèques, transmettre ce qu'ils ont aussi à transmettre. Donc changer le regard, changer le paradigme aussi de la façon dont on considère nos aînés actuellement dans notre pays. Je ne dis pas que rien n'est fait, loin de là. On a des belles expériences, des belles pratiques, des professionnels formidables. Mais à un moment donné, il faut prendre ce virage. Virage domiciliaire, mais virage sociétal aussi et transversal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant les travaux menés par le laboratoire des solutions de demain, créé par la CNSA pour accompagner les projets et les programmes d'investissement nationaux? Alors, ce laboratoire, il est très intéressant parce qu'au sein de ce laboratoire, vous trouvez des experts, vous trouvez alors des experts du grand âge, du handicap, mais vous trouvez aussi les personnes concernées, vous trouvez aussi des sociologues, des philosophes, et qui sont là pour mener
une réflexion, je vais dire, au cas par cas, sur des projets qui sont portés dans les territoires. La preuve très concrète, c'est que c'est au sein de ce laboratoire qui a été, je vais dire, inventé, hein, parce que dans un laboratoire, on est en recherche, les fameux tiers-lieux dans les EHPAD, 25 projets, à peu près 3 millions d'euros pour ces premiers financements. Ces tiers-lieux, c'est des lieux de vie, voilà, où finalement tout se passe. Et donc, c'est dans ce laboratoire que les premières réflexions avaient été menées et ensuite, très concrètement, mises en place. Marc Bourquin, où sont aujourd'hui, selon vous, les priorités? Là, vous posez quand même une question. Oui, c'est pour vous. Un peu... bon, mais enfin, je vais essayer d'y répondre. Bah, écoutez, moi, je dirais, j'en vois deux pour essayer de tenir les deux bouts de la chaîne. D'abord, je crois que la petite démonstration mathématique que nous a fait Luc tout à l'heure est quand même très importante. Et je vais faire quelque chose de facile, je vais paraphraser un président de la République qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui avait dit à un sommet de la Terre, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Là, on peut quand même dire, on entame bientôt, pas tout de suite, une évolution unique dans l'histoire de l'humanité, qui est que presque toute une génération va dépasser les 80 et 85 ans et on regarde ailleurs. C'est-à-dire que, moi je pense que pour répondre à votre question, la première priorité, c'est qu'il nous faut arrêter la politique des petits pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses bien qui se font. Et Geneviève va donner des exemples qui sont tout à fait significatifs. Le problème, c'est que les choses vont s'accélérer. Et si on continue simplement à être sur des petits pas, pas tout de suite, mais au début de la prochaine décennie, il y aura une véritable submersion des établissements et des services devant l'évolution démographique qui, à ce moment-là, sera très rapide chez les très âgés. Et donc, face à ça, il faut une loi de programmation pour prévoir d'abord, et ça a été un peu évoqué aussi, les moyens. Parce que malgré tout, à un moment donné, on aura besoin de plus de moyens dans ce secteur. C'est une évidence. Parlez un peu près du micro, Marc. C'est une évidence. C'est une évidence qui est admise par tout le monde, qui est admise par les pouvoirs publics. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Alors, la plupart, beaucoup d'acteurs du secteur se disent « Ah ben oui, il faut beaucoup plus d'effectifs, etc. » C'est d'ailleurs un point que la FHF partage. Mais ce qu'on pense aussi, c'est qu'il faut aller un peu plus loin. Et il faut interpeller les pouvoirs publics sur le courage politique d'attribuer des ressources nouvelles à la 5e branche. Si on ne le fait pas, on continuera les petits pas. Ça, c'est la première priorité. Après, je dirais, il y en a une autre, il y en a plusieurs autres, mais la deuxième, c'est qu'il faut aussi, effectivement, mais ça a été beaucoup dit dans la table ronde précédente très justement, il faut un changement de regard. Pardon de le dire parce que moi je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps à titre personnel, mais passé un certain âge, même si la métaphore du film japonais, on en est loin, mais quand même, on vous répète, vous savez, monsieur Bourquin, votre maman, elle a 92 ans. Donc, pour la kiné, ça ne sera pas possible. Pour la prothèse dentaire, c'est compliqué, etc. On a quand même un système qui est organisé de telle manière qu'à un moment donné, on considère que le moment de quitter la scène est venu. Et je pense que si on veut la loi de programmation par laquelle j'ai commencé, il faut se dire collectivement que toutes les années ont la même valeur. Et que donc, l'accès à des services, à des accompagnements, à des soins n'a pas lieu de décroître parce qu'on approche, et c'est normal, à un moment donné, de la fin. Donc ça, je pense que c'est très important parce que je suis persuadé qu'une fois qu'on aura admis ça, qu'on aura considéré que c'est pas une charge, le vieillissement et même le grand vieillissement, eh bien, on trouvera les ressources. Donc, en gros, ce que vous dites, c'est qu'il faut révolutionner les choses, c'est qu'il ne faut pas faire la politique des petits pas, c'est ce que vous avez dit, donc ça passe par le projet de loi tant attendu qu'Emmanuel Macron avait annoncé en 2018 pour 2019, et puis le Covid est arrivé, et puis le projet de loi est tombé à l'eau, on n'en parle plus, mais il faut vraiment prendre le problème à bras-le-corps, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que je pense que ce projet de loi, il doit commencer par un débat de société qui
qui disent, voilà, le grand âge, c'est un âge de la vie comme les autres, aussi digne que les autres. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Il ne faut pas simplement faire une loi de société contre l'agisme, on dit parfois. Il faut qu'il y ait aussi ce volet, cet ancrage dans le réel, en disant, voilà les financements que nous nous accordons. Et puis après, il y a énormément de choses technico-organisationnelles qu'il faut mettre en place. Et l'une de celles-ci, ça a été un petit peu évoqué, même si on peut avoir des avis divergents sur quel est le point d'atterrissage, il faut simplifier la gouvernance du dispositif. Oui, donc voilà, on a parlé un peu de gouvernance avec Olivier Richefou, il faut trancher cette question. Oui, alors moi je pense qu'on ne peut pas trancher pour tout de la même manière. Je vais donner 2 exemples. Moi je considère que c'est une complexité destructrice, et je pense qu'il y a des événements récents en plus qui l'ont montré, que de continuer à avoir 2 autorités pour tarifer les EHPAD. La FHF est claire là-dessus, d'autres fédérations ont des avis différents, mais nous considérons qu'il faut trancher et que c'est du rôle des ARS, parce que, je pourrais expliquer, il y a des liens avec le soin, etc. Le soin qui n'est pas antinomique avec le maintien des liens sociaux et de l'intégration dans la cité. En revanche, aujourd'hui, il faut instaurer, à la fois dans le dialogue avec la CNSA, mais aussi sur les territoires, une forme de planification, le mot est à la mode, de programmation conjointe. Il faut arrêter d'avoir des ARS qui font leurs documents dans leur coin et les conseils départementaux qui font leurs documents dans leur coin, avec des textes qui disent « c'est articulé ». C'est pas vrai, c'est pas articulé aujourd'hui. Donc il faut un document conjoint, co-signé, pour dire voilà où on va. Donc moi je ne pense pas qu'il faut considérer que soit les conseils départementaux, soit les ARS doivent tout faire pour tout, mais il faut mettre le conjoint ou ce qui est fait, par exemple, majoritairement ou même uniquement par les conseils départementaux, comme par exemple l'adaptation de la ville, l'adaptation des transports, l'adaptation du logement, c'est pas du rôle de l'ARS, tout ça. Donc il y a des blocs de compétences à créer. Il faut arrêter d'avoir 2 clés pour tout et 2 clés qui ne sont pas coordonnées. Mais ça suppose de trancher la question. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai évoqué, et je m'arrête là, en initial, il faut le courage politique de donner des ressources supplémentaires à la branche. Et ça, c'est un vrai sujet politique. Parce que sinon, c'est très simple. Les ressources de la CNSA, c'est 2 points de CSG. Donc ça évoluera comme la CSG. Et bien avec ça, on continuera les petits pas. Nicolas Mérigot, parlez-nous des 2 axes sur lesquels travaille Korian. Il est question d'EHPAD, mais pas que d'EHPAD. Oui, moi je voudrais revenir sur effectivement cette urgence démographique. Elle est vraiment là devant nous. On est face à un phénomène tout à fait novateur dans nos civilisations. On a ce vieillissement massif et brutal de notre société. Et effectivement, ce sujet doit être pris de manière très, très transversale. Et avec les autorités publiques, je crois qu'il faut bien distinguer ce qui relève de la gestion des risques. Et là, c'est la collectivité qui doit venir assurer la gestion de ces risques. Ce qui relève de l'adaptation des politiques générales au vieillissement. Et ça, c'est tous les ministères qui sont concernés. On a parlé de l'urbanisme, des transports, du travail, de la retraite. Et puis, ce qui relève finalement de l'évolution des modes de vie en société, qui finalement se réguleront de manière assez naturelle. Et je crois que c'est important d'avoir ce débat et qu'une loi de programmation, probablement, puisse fixer ces différentes orientations. Donc chez Korian, on a vraiment pris conscience que les personnes âgées, certes, étaient nombreuses, mais qu'elles étaient surtout très différentes. Alors 22 000 lits en EHPAD. Oui, 22 000 lits en EHPAD. Et puis une activité très importante également, donc pour tenir compte de la pluralité. Et la pluralité, on l'a dit lors des tables précédentes, elle concerne des situations, des dimensions médicales qui sont différentes, parce qu'il ne faut pas stigmatiser les populations qui sont en EHPAD, en grande dépendance, en état de perte des facultés cognitives et qui ont besoin d'une aide particulière. Donc on a une dimension médicale. Donc premier axe, renforcer la médicalisation des EHPAD.
Oui. Ensuite, on a une dimension effectivement existentielle, comment on anime, comment on permet à la personne âgée de continuer à avoir une vie sociale, une vie affective. Voilà, donc c'est ces dimensions-là qu'il faut prendre en compte. Et donc, chez Corian, ça passe par différentes offres. Alors, je vais parler un peu de boîte, je reviendrai sur cette notion de boîte, mais ça passe par différentes offres, et notamment par voilà, de la prestation à domicile avec le réseau Petit-Fils, une offre de colocation à Gévy qui permet à des personnes de vivre ensemble pour retrouver un lien social, vivre dans un environnement sécurisé, pas médicalisé, mais avec une assistance, voilà, parce que les personnes sont en perte d'autonomie. Et puis, la dernière proposition que nous faisons... Casa Barbara. Casa Barbara, alors là c'est vraiment, on a parlé des 68 arts, on a créé ça avec Gilbert Trigano et également Pierre Gagnère. Donc Gilbert Trigano, créateur du Club Med. Pour répondre aux besoins justement d'autonomie, de choix de vie, et puis d'une vie sociale et existentielle qui soit riche, importante, et donc de recréer des lieux plus collectifs avec des animations, des restaurants, des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Mais on voit bien que on n'a pas qu'une solution, et il faut surtout que les solutions soient adaptées. On a parlé de boîte, d'hybridation. Je crois que le pire, c'est de tomber dans la mauvaise boîte ou d'y rester trop longtemps. Et donc c'est toute la question de l'accompagnement, de l'évaluation des dispositifs, de la réévaluation et du changement de ces dispositifs. Et donc ça, c'est ce qu'on propose aux familles, justement, d'échanger avec elles pour mieux comprendre le besoin. Et certaines familles nous contactent pour répondre avec une idée d'offre, et puis on reparle du besoin, on visite le domicile, et on dit bah non, finalement c'est peut-être pas ça dont vous avez besoin, on vous propose autre chose. Mais c'est surtout à vous de décider et de faire le choix. Et c'est aux familles, aux personnes âgées de décider et de faire le choix entre différentes propositions. Et fort heureusement aujourd'hui, dans la société, la très grande majorité des personnes, Luc l'a rappelé, vivent chez elles. Bien, la première Casa Barbara dont vous avez parlé, elle est à Levallois. Hein, oui, Levallois, on l'a ouverte il y a 15 jours. Bien. Alors, on va continuer de parler de l'évolution de l'offre et on va faire un gros plan sur le domicile. Donc, je vais demander à Nicolas Urtiger, président du Cinerpa Domicile, et Jean-Marie Fournet, président du Cinerpa RSS, de nous rejoindre, de venir prendre place sur les tabourets. Voilà, Nicolas et Jean-Marie Fournet. Messieurs, bienvenue, installez-vous. Alors, Nicolas, je commence avec vous. Vous pouvez. Ça fait toujours plaisir. Toujours. Alors, Nicolas, je commence avec vous. Disais-je, le virage domiciliaire a été pris par le gouvernement en septembre 2021. Vieillir chez soi doit devenir la règle et l'EHPAD l'exception, disait alors la ministre Brigitte Bourguignon. Ça s'inscrit dans une tendance générale des pays de l'OCDE et ça rejoint les aspirations des Français, puisque 85% des Français, en gros, disent qu'ils voudraient vieillir et finir leurs jours à domicile, chez eux. On peut dire que la loi de financement de la sécurité sociale 2022 a acté un début de réforme de l'aide à domicile, tarification, service autonomie à domicile. Est-ce, de votre point de vue, suffisant ? C'est une question délicate qui appelle une réponse un peu diplomate. C'est insuffisant, clairement. Après, on met un pied dans la porte, c'est un bon début. Ça faisait 10 ans, moi j'ai commencé il y a 15 ans. Je me considère comme un entrepreneur social. J'ai créé Signes en compagnie, puis le groupe Zéphyr, avant de prendre la présidence du Cinerpa Domicile. Et ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas eu de telles avancées dans le secteur. Donc on ne va pas cracher dans la soupe. En soi, c'est une formidable avancée. Mais pour faire face à l'ensemble des enjeux, des défis qui ont été si bien évoqués et rappelés précédemment, Luc nous a abreuvé de chiffres, mais très précis et très clairs. Ça ne suffit pas à répondre aux défis sectoriels des 10 prochaines années. Maintenant, il y a un début de volonté de décloisonner le secteur. Monsieur Ruffou a très bien rappelé la problématique d'hétérogénéité des politiques départementales.
Le fait qu'il y ait un taux plancher qui soit harmonisé au national, c'est un bon début. Le fait qu'on préfigure les services autonomie, c'est également un bon début. Ça a été dit très justement. Vouloir mettre les gens et les différents services dans des cases, la politique de l'offre, il faut passer à une politique de la demande, tout ça est tout à fait vrai et juste. Quand on se compare à des pays étrangers, je pense aux pays scandinaves, aux pays au Canada qui ont des offres beaucoup plus décloisonnées avec du care management, on en est encore assez loin. On a toutes ces différentes autorités de tutelle, mais aller vers un décloisonnement du soin, du non-soin, clairement ça va dans le bon sens, donc c'est une bonne démarche, mais il faut aller plus loin. Donc on s'y attelle. Ça passe aussi peut-être par un grand plan permettant de développer les outils technologiques, numériques, au service de l'adaptation des logements. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'un des principaux leviers de création de valeur sur ce secteur et nos activités dans un contexte un peu chahuté, puisqu'on a beaucoup parlé de l'offre et de la demande, il y a également la problématique de pénurie de personnel qualifié. On en est tous extrêmement conscients. On a eu une hyper-mobilisation de tous les professionnels du soin, de l'aide à domicile durant la crise Covid. Là, on sent le soufflet qui retombe. C'est difficile de ranimer un petit peu la flamme sur le contexte inflationniste qu'on connaît, la problématique de crise médiatique effectivement, qui décrit les établissements, mais qui rejaillit malheureusement aussi sur le champ du domicile, sur tout le secteur du grand âge et du handicap. Donc voilà, aujourd'hui, il faut aussi... on a des consommateurs, des patients, des bénéficiaires qui vont devenir de plus en plus exigeants et on a des salariés et des collaborateurs qui eux aussi deviennent de plus en plus exigeants. Donc on est au milieu. Maintenant, l'avantage c'est que grâce au numérique en santé, grâce à tous les outils digitaux, on va pouvoir rechercher des gains de productivité, améliorer les conditions de travail, revaloriser les conditions de prise en charge des personnes dont on s'occupe. Donc ça constitue, quelque part, derrière toute crise, il y a des opportunités et il faut qu'on s'en saisisse. Est-ce qu'on peut dire un mot du dispositif MaPrimeAdapt ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans une démarche ça a été si bien dit et rappelé, nous, acteurs du domicile, on peut favoriser le champ du domicile, répondre à une attente des publics pris en charge dans un environnement socialement, financièrement contraint, mais ça passe par une adaptation des logements. Nécessairement. AGV ou les solutions d'habitat intermédiaire ou d'habitat inclusif ou toute forme d'autres solutions sont un bout de la réponse. Un autre élément de réponse sera l'aménagement du domicile parce que sinon on se retrouve aujourd'hui, nous acteurs du domicile, confrontés à devoir intervenir dans des situations domiciliaires qui sont juste impossibles. Donc c'est une excellente initiative et le fait que ce sujet ait été soulevé durant le débat de l'entre-deux tours, c'est extrêmement favorable. Alors je précise, d'ailleurs c'est un dispositif qui avait été suggéré par Luc Brossy dans son rapport remis en mai 2021. Le scénario prévoit, puisque l'idée semble avoir plu à Emmanuel Macron, le scénario prévoit que MaPrimeAdapt, c'est un peu sur le principe de MaPrimeRénov' pour la transition énergétique, pourrait être de 4 000 à 5 600 euros sur la base d'un montant moyen de travaux estimé à 8 000 euros. L'objectif serait d'adapter 680 000 logements en 10 ans, soit 30 à 40% du parc des foyers de personnes en perte d'autonomie. Et pour cette année, le gouvernement a prévu une enveloppe de 2 milliards d'euros. Voilà ce qu'on peut dire à ce jour sur MaPrimeAdapt. Jean-Marie Fournet, président du CINERPA Résidence Service Senior. Pendant longtemps, on a compris le domicile comme étant le logement historique de la personne, mais progressivement, Luc le disait un petit peu tout à l'heure, l'usage prend le pas sur la propriété. C'est-à-dire qu'on va préférer avoir une nouvelle forme d'habitat adapté plutôt qu'un chez-soi historique, entre guillemets, qui peut être inadapté et dangereux. Les RSS, il y en a près d'1 millier aujourd'hui en France, sont-elles la colonne vertébrale de cet ensemble de solutions alternatives ? Je vais te reprendre un petit peu, parce qu'il n'y a pas 20 000 résidences services seniors. Je n'ai pas dit 20 000, j'ai dit 1 millier. Ah, 1 millier, pardon, excuse-moi. Oui, 20 000. J'avais un écho qui était pas très bon. Pour rappeler déjà un peu le logement, quand même, malgré tout, aujourd'hui, il y a une inégalité sur le logement, puisque 75% des seniors sont propriétaires de leur résidence principale. Et de fait, la surface disponible pour les seniors, c'est de loin la plus grande, c'est à peu près 50% de plus
que n'importe quel citoyen en France. Hein. C'est-à-dire un senior aujourd'hui a 80 mètres carrés de surface disponible, là où la plupart des personnes ont entre 40 et 50 mètres carrés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un combat qui est un peu un combat qu'on mène depuis 15-20 ans avec les résidences-services seniors, qui est malgré tout d'exister à travers ce qui apparaît encore comme un postulat de base, qui est que la personne âgée veut absolument vieillir et vivre dans son logement historique. C'est un postulat de base, on en fait un postulat de base pour reprendre un peu les propos qui ont été tenus. On n'a pas demandé aux seniors réellement s'ils voulaient, s'ils étaient bien chez eux. On est parti du principe de dire on va les laisser chez eux. Donc les résidences-services seniors aujourd'hui se sont inscrits dans une offre un peu alternative. Il faut bien commencer par une offre pour créer une certaine demande, pour faire connaître. Donc ce produit se développe petit à petit. Mais la production de ce produit est très très lente. Et donc de fait, aujourd'hui, on est bien évidemment dans quelque chose qui est une offre alternative. Et je dirais si on parlait d'hybridation, on peut dire que les résidences-services seniors ne sont pas un hybride des établissements médico-sociaux, mais sont un hybride du logement. Mais on garde le logement individuel avec un logement collectif. Pardon Jean-Marie, l'État doit-il mieux les reconnaître ? Bah oui, il faut mieux les reconnaître, mais je dirais les reconnaître, aujourd'hui elles sont quand même relativement reconnues. La seule chose, c'est qu'il faut en produire davantage. Il faut en produire davantage. Les reconnaître, c'est une chose, mais aujourd'hui la plupart des résidences-services seniors sont pas en pleine occupation, mais sont relativement bien occupées une fois qu'elles ont trouvé leur place dans la ville, dans la cité, est-ce qu'elles jouent leur rôle de prévention de la perte d'autonomie, puisqu'on est quand même dans cette logique-là au niveau de la résidence-service senior, c'est de préserver la perte d'autonomie. Donc tout est fait pour préserver la perte d'autonomie, tout en gardant, je dirais, la spécificité du logement individuel avec la liberté de choix et la liberté de faire ce qu'on veut dans une résidence-service senior. Donc la résidence-service senior n'est pas un établissement, c'est un logement avec effectivement une vie collective qui peut s'organiser ou pas. Et donc toutes les actions qui sont menées, que ce soit sur l'aspect festif ou sur l'aspect culturel ou sur l'aspect des sorties, etc., est basée là-dessus. Et de reste, on a participé de façon très nette avec la SNSA sur une étude sommeil qui est un élément important de la prévention. Le bien manger, le bien dormir, etc. font partie des éléments importants de la prévention de la perte d'autonomie. Alors, réaction des autres intervenants qui vous ont écouté attentivement. Quelle place pour le domicile et les résidences-services seniors dans le Big Bang de l'offre, dans la révolution de l'offre qu'on est en train d'évoquer, Madame Mannarino? Alors, en entendant un peu tout le monde, là je me dis, il y a toujours cette notion de parcours qu'il faut défendre, c'est-à-dire qu'on doit être en capacité de proposer un panel de solutions. Donc moi je vais vous répondre, chacun à sa place. Et j'ai pas de souci quand je vous dis ça, et le vécu que j'ai eu en tant que vice-présidente d'un des plus gros départements de France a démontré qu'il était nécessaire de s'adapter aux besoins exprimés des personnes. Et quand une personne, et la majorité d'entre elles le dit comme ça, je veux rester à domicile, qu'est-ce qu'on entend aussi derrière le mot domicile? C'est peut-être plus son logement, et la prime Adapt va sûrement faciliter pour que ça soit son logement le plus longtemps possible, mais je redis que c'est pas que le logement qui compte. Si l'environnement n'est pas favorable, la personne ne vivra pas bien à domicile. Et puis deuxième petite remarque, de toutes les propositions qui sont faites, qui sont extrêmement intéressantes, nécessaires, la CNSA a financé aussi un nombre de places important sur la rénovation des résidences autonomie, hein, près de 3000 je dis places, mais j'aime pas bien ce mot non plus, mais logements sont rénovés en relation avec la caisse de retraite. L'idée, c'est de se dire, toutes ces propositions, comment les personnes concernées les connaissent, peuvent y accéder, à quel moment on rentre dans un parcours d'accompagnement de choix de son domicile, et se pose la question de la lisibilité de nos politiques publiques, d'une porte d'entrée unique. Vous avez entendu parler bien évidemment du rapport de Dominique Libaud sur ce service public territorial de l'autonomie, et là, dans la coche de la CNSA, nous porterons cette démarche, mais pour cette démarche, je persiste encore une fois et je signe avec les différents intervenants,
il faut une loi de programmation qui soit vraiment portée sur de nombreuses années, certes, mais sous forme d'urgence aussi. Olivier Richefou. Oui, moi je pense que l'approche du groupe Corian est une bonne approche, et on le voit bien. D'abord, je pense que l'initiative dans notre pays, il faut qu'elle associe le privé et le public. Et souvent, l'initiative première vient du privé, on le voit bien. Hein. Les start-up aussi, on le voit bien, nous font bouger. Il ne reste plus qu'au groupe Corian à s'associer à des bailleurs sociaux pour avoir la chaîne totale. Ou à Action Logement. Enfin, je ne suis pas là pour faire la promotion. Ah bah attendez, il va nous le dire tout de suite, s'il est prêt à s'associer à des bailleurs sociaux. Mais ça permet de dire qu'une même entité gère l'ensemble des solutions. Et moi, je me souviens revisiter un EHPAD dans le Maine-et-Loire qui avait une approche intéressante parce qu'il mixait une résidence autonomie et la personne âgée, quand elle avait une chambre, quand elle avait son logement dans sa résidence autonomie et qu'elle devenait trop dépendante et qu'elle devait aller en EHPAD, eh bien elle restait dans son même logement. Et c'est le logement qui changeait de catégorie. Et je pense que la solution, c'est ça. C'est qu'on puisse avoir des solutions plus souples, qu'on ne bouge pas la personne âgée lorsqu'elle perd en autonomie pour la mettre dans un EHPAD, mais qu'elle reste là où elle est et qu'on lui apporte dans l'établissement où elle est ce qu'on appelle de la médicalisation. Alors c'est un sujet sur lequel on évoque souvent ensemble. Si c'est la présence d'une infirmière, est-ce que ça justifie que ce soit les ARS qui s'en occupent? J'en suis pas sûr. Donc attention derrière le mot médicalisation aussi. Donc soyons souples, respectons les personnes âgées dans leur volonté de rester le plus longtemps possible dans leur logement. Et puis je crois qu'un groupe comme Corian, mais les autres aussi sans doute, ont bien compris que quand on a un client qu'on commence à accompagner dans son logement, on l'accompagne dans le maintien à domicile et puis on l'accompagnera jusqu'à la fin de sa vie. Et on le gardera comme client. Et je pense que c'est la logique qui est derrière celle du groupe, ce qui ne me choque pas. Hein, ce qui ne me choque pas. Nicolas Mérigot, je vu... Non, pour répondre au président, sur les bailleurs sociaux, donc on est financé avec la Banque des Territoires sur le programme AGVI, mais on aimerait bien avoir justement des partenariats avec les bailleurs sociaux pour ouvrir la colocation en milieu urbain. C'est une réponse qui est faite plutôt à des personnes avec, enfin, je vais être encore une boîte, hein, mais avec des CSP de la moyenne. Et effectivement, en milieu urbain, c'est très compliqué. Non, je crois vraiment l'important, c'est quand on est un acteur responsable dans ce secteur-là, on doit répondre et on doit être attentif à la pluralité de la démographie et des populations. Et c'est surtout ça qui nous motive, c'est vraiment d'être là où on est attendu et là où les personnes ont besoin d'un service. La deuxième intention, c'est surtout, je crois que le parcours, en fait, il se définit beaucoup par rapport aux ruptures, aux abandons, aux personnes qui sont seules et qui ont une solution et puis cette solution ne convient plus. Et donc, pour moi, vraiment, le parcours et la pluralité, c'est d'être capable d'être en permanence à l'écoute de la personne, de son environnement, pour dire à un moment donné, et avec elle, sans imposer, il ne s'agit pas de faire passer, on n'est pas sur le jeu de loi en disant tu dois passer par toutes les cases. Il faut vraiment construire un projet de vie qui réponde aux besoins. Et on le dit, on le répète, les besoins d'une même population sont différents et les besoins d'une personne en fonction de son âge seront différents. Donc, sur les évolutions, Luc l'a très bien dit, dans les 5 prochaines années, c'est très clairement le domicile et les résidences-services. Voilà, domicile, on accompagne 11 000 familles, on a accompagné 11 000 familles, on s'est mis dans cette activité il y a moins de 5 ans. Voilà, donc les choses sont vraiment, il faut être à l'écoute des besoins. Marc Bourquin, comment vous voyez cette coexistence entre les EHPAD, le domicile, les habitats intermédiaires? Alors, peut-être 3 convictions. La première, c'est que on ne réussira pas la révolution domiciliaire si on ne renforce pas les EHPAD. Alors, pas en nombre, il ne faut pas créer plus de places d'EHPAD, sauf dans quelques territoires très particuliers, mais en moyens humains. Parce que les personnes qui iront dans les EHPAD, ça c'est la réalité, elles seront avec des besoins en soins et en accompagnement qui seront de plus en plus importants. C'est
c'est une logique que tout le monde peut comprendre. Les autres personnes, effectivement, resteront à leur domicile. Mais évidemment, ça ne peut pas être les mêmes EHPAD. Et là, tout à l'heure, dans le cours des exposés, la notion d'hybridation a été évoquée. Ça, c'est le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut une hybridation, évidemment, de l'offre à domicile et en établissement, et que les EHPAD peuvent être des acteurs à part entière du domicile, en projetant leurs ressources et en permettant, comme le disait le président Richefou, à une personne peut-être de rester chez elle, peut-être jusqu'au bout si c'est possible, parce que l'EHPAD va participer à apporter, à sécuriser le domicile, à avoir une infirmière qui vient la nuit si c'est nécessaire, parce qu'il a ses ressources en interne et qu'il les met à disposition du territoire. Ça, c'est la deuxième chose, donc cette hybridation. Et puis la troisième chose, on n'en a pas parlé, c'est les évolutions technologiques. Elles vont être extrêmement fortes. On a une vague d'innovation dans les gérontotechnologies qui est considérable devant nous. Alors c'est le numérique, mais c'est aussi de la domotique, c'est aussi de la robotique parfois, et il faut se pencher là-dessus, parce que dans 20 ans ou dans 30 ans, à la fois dans la coordination des acteurs et dans la logistique, la réponse à un certain nombre de besoins de base, on aura des outils qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors je précise, permettez-moi qu'à ce sujet, un plan numérique de 600 millions d'euros a été mobilisé en 2020 pour les établissements médico-sociaux, dont près de 150 millions pour les EHPAD. Bon, ces financements ont surtout pour objet de moderniser les systèmes d'information, donc autant dire que les personnes âgées elles-mêmes n'en verront pas la traduction au quotidien. Je dirais pas ça, parce que la capacité à faire circuler l'information, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel. Simplement, il faut pérenniser ça, il faut le renforcer dans le temps. Et puis, je finirai juste par une anecdote, puisque il n'y a pas très longtemps, il y a un président d'une association qui a voulu... Il a dit un propos un peu choquant, il m'a dit, mais enfin, Marc, quand vous aurez 95 ans, il était gentil, 98, pour reprendre le chiffre de Luc Boursier tout à l'heure, est-ce que vous voulez qu'on vous amène, que ça soit une aide-soignante qui vous amène votre café froid au bout de 2 heures, ou un robot au bout de 5 minutes? Alors moi, je lui ai répondu, les deux. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser massivement les nouvelles technologies pour appuyer le travail humain, pour permettre de concentrer le travail humain sur là où il a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la relation, l'expertise relationnelle. Et c'est ça, à mon avis, qu'il faut porter aussi dans les années à venir, mais ça passe par un énorme effort de formation, de promotion professionnelle et d'attractivité des métiers. Ça, c'est la condition tout aussi nécessaire que la question des financements et de l'organisation de la gouvernance. Ça, c'est devant nous et il faut faire un effort collectif majeur, d'où cette fameuse loi de programmation interministérielle. Très bien, merci. Juste avant de vous libérer, Olivier Richefou, une dernière question. J'ai ouï dire que vous aviez déjeuné récemment avec Victor Castanet, l'auteur des Fossoyeurs. Alors quel regard porte-t-il sur tout ce qui s'est passé depuis la parution de son livre ? Moi, j'ai voulu le rencontrer effectivement après avoir lu le livre. Il m'est apparu d'abord plutôt heureux d'avoir réussi un bon coup médiatique et d'avoir mis ce regard de la société en quelque sorte sur le sujet. Je crois qu'il a envie de passer à un autre sujet et c'est bien ainsi. Moi, la question qui m'a préoccupé et qui me préoccupe toujours, c'est la question effectivement d'une fraude massive et d'utilisation peut-être d'une partie d'argent public d'une façon dévoyée. Et c'est là où, en tant qu'élu responsable, il nous faut être attentif. Donc moi, je laisse ce soin aux enquêtes de se mettre en œuvre. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de se servir de ce qui s'est passé là pour que tous ensemble, on puisse, comme on vient de le faire là, réagir et mettre en place des dispositifs qui permettent demain de mieux accompagner effectivement l'ensemble des personnes âgées. Et avec le maintien d'une offre mixte, moi je crois beaucoup à la complémentarité du public et du privé. Je ne fais bien sûr pas partie de ceux qui pensent qu'il faut écarter les méchants capitalistes de cette activité qui est essentielle. Il y a de la place pour tout le monde et il faut que tout le monde continue à travailler ensemble. Bon, il vous a pas dit s'il préparait les Fossoyeurs 2? Non, je crois qu'il est parti sur d'autres sujets et c'est peut-être bien ainsi. Très bien. Madame, messieurs, on vous remercie, on vous applaudit. Et on vous laisse regagner la salle.
Merci à vous, Olivier Richefou, Geneviève Manarino, Marc Fourquin, Nicolas Mérigot, Nicolas Urtiger et Jean-Marie Fournet.